le manager doit être quelqu'un qui est très mature. Quand je dis très mature, parce que déjà, le manager voilà, c'est quelqu'un qui aussi a une vie, a une activité ou des activités, une famille voilà. et tout. Donc, mature dans le sens où il faut... Il y a des questions, voilà, si tu es un manager, tu as une famille, on t'attend à la maison à une certaine heure. Oui. Voilà, si tu dois être à un spectacle très tardivement, il faut savoir comment gérer ce genre de sujet-là. Donc il faut poser des cadres, il faut poser des limites, et il faut savoir comment justement garantir une certaine quiétude. Tout le monde autour doit être dans une posture de quiétude, que ce soit le contexte, le cadre voilà, privé du management, du manager, le cadre privé de l'artiste. Donc il faut mettre ces cadres-là qui permettent en fait qu'en même temps on soit en train de travailler, mais en même temps voilà, on puisse respecter la vie privée de l'artiste, la vie privée du manager. C'est pour ça que j'interpelle plus la maturité du management, la maturité du manager. D'accord. Mais maintenant, malgré les limites, on peut tomber sur des artistes qui sont assez, j'ai pas envie de dire récalcitrants ou qui n'arrivent pas à vite capter la chose, mais qui veulent toujours tout gérer. Si tu as un artiste qui veut tout gérer, malgré le fait qu'il ait une équipe qui l'accompagne, il veut tout gérer. Comment tu gères ce type d'artiste? C'est un profil très intéressant, ceux qui veulent tout gérer. Ah bon? Oui, et je te dirai pourquoi. Je te dirai pourquoi, Maël. Ok. Tout gérer, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est quelle est la maturité que l'artiste a pour tout gérer. Quand je dis que c'est un profil très intéressant, c'est parce que l'artiste a déjà la motivation de gérer. Parce que quelque chose de pire qui puisse arriver à un manager, c'est un artiste qui n'a pas de motivation. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'un artiste qui n'a pas de motivation, tu tiens sa main H24 et c'est fatigant, et c'est fatigant la longue, ouais. Par contre, un artiste qui veut tout gérer, il a déjà quand même la motivation. Qui prend des devants. Et donc, il faut juste encadrer. Ça veut dire que si l'artiste veut gérer sa page Facebook, c'est juste de lui dire voici sur à quoi il faut faire attention. Tu peux publier ceci, tu peux pas publier cela. Tu peux publier à telle heure. Alterne comme ça, fais comme encadrer. Et puis, ce qui est bien dans la chose, c'est que on se retrouve avec un community manager qui, à la fois, est l'artiste lui-même. C'est la meilleure des choses, c'est-à-dire un artiste qui peut gérer lui-même ses réseaux sociaux. Mais à la longue, ça devient difficile pour un artiste de gérer lui-même ses réseaux sociaux parce que plus l'artiste prend de l'ampleur, il n'y a plus, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a plus le temps, de gérer quoi que ce soit. Bon, il faut dire qu'un artiste qui gère lui-même ses réseaux sociaux, ce n'est pas un travail. C'est un tout petit peu comme si, Maël, tu portais ta montre. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire qu'un artiste est à l'aise quand il partage son activité. Il est bien dans sa peau quand il partage son activité, quand il partage ses tournées, quand il partage. Ça fait partir. C'est pas quelque chose qu'il faut dissocier de la vie de l'artiste. Je veux dire, le fait qu'un artiste puisse partager son actualité sur ses réseaux, pour moi, c'est quelque chose de naturel que l'artiste devrait avoir. Donc, ne pas trouver le temps de le faire, que l'artiste ne trouve pas le temps de le faire, ça peut arriver. Et c'est à ce moment où on peut dire qu'on a besoin de quelqu'un pour gérer ces réseaux sociaux-là. Mais je pense qu'un artiste qui gère lui-même ses réseaux sociaux, c'est une démarche d'abord purement naturelle. De dire que, ok, j'ai été en tournée, voici un selfie, voilà. Les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est pas forcément d'abord les algorithmes qu'il faut diagnostiquer, tout ça. Non, les réseaux sociaux, c'est ça. Il faut partager une actualité. Il faut juste savoir quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire à un certain moment donné. Donc, si un artiste, je reviens à la question,
Si un artiste veut gérer beaucoup de choses, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. Je vais m'aller un peu plus loin. Il y a des artistes qui, à un certain moment donné, pensent qu'ils ils peuvent écrire toutes leurs chansons, ils peuvent faire le piano, la guitare sur toutes leurs chansons, ils peuvent, dans une certaine démarche, il faut juste analyser la situation. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent écrire, est-ce que c'est vraiment le cas? Si ce n'est pas le cas, moi je te suggère, moi j'ai eu ce cas, je te suggère des ateliers avec quelqu'un dont je suis convaincu de la pertinence en termes d'écriture. Je te suggère ça. Et puis, c'est bien si l'artiste a suffisamment d'écoute pour savoir que cette suggestion, il faut la suivre. Et puis, il commence à travailler dans ce sens. Quand on arrive au studio, c'est de te faire comprendre que, tiens, écoute, c'est vrai, c'est toi l'artiste, mais il y a des gens dont le travail, c'est faire la musique, c'est de jouer la musique en studio. Ils ont la dextérité qu'il faut pour le faire. Parce que entre quelqu'un qui joue de la musique de temps en temps et quelqu'un qui joue de la musique chaque jour en studio, c'est, je ne veux pas dire que c'est le jour et la nuit, mais ça se sent immédiatement parce qu'il a de la dextérité pour le faire. C'est d'expliquer ce genre de choses à l'artiste. Voilà. Mais ne pas créer un environnement où toute la motivation de l'artiste va finir par partir parce qu'on voudra absolument lui faire croire que non, c'est pas son rôle de gérer ses réseaux sociaux, c'est pas son rôle. Je ne sais pas si tu vois un tout petit peu, c'est-à-dire amener l'artiste qui est très motivé à comprendre qu'il peut gérer autrement, il peut être accompagné, il peut se faire former pour être plus efficace à faire ce qu'il veut faire. Et je pense que ce profil-là, pour moi, est plus intéressant. Un artiste qui est motivé et qu'on amène, à travers des formations, etc., à continuer à apporter de la valeur ajoutée directement dans sa carrière. Ça, c'est assez intéressant. J'ai envie de parler d'un sujet. On a généralement vu des managers et artistes assez très proches. Et puis bon, généralement, ça finit soit en mariage, soit... Est-ce que c'est conseillé pour un manager d'être proche, émotionnellement parlant de son artiste? Alors... Parce qu'on a vu plusieurs cas, tu vois. Ils ont commencé là, on savait que ça c'est le manager, ça c'est l'artiste. Ouais. Mais après un jour, en plein concert, il y a une demande qui sort de nulle part. On ne comprend pas. Bon. Est-ce que c'est conseillé? Conseillé, je ne sais pas. Mais je pense que si on part du postulat que pour bien travailler ensemble, il faut bien se comprendre. Il faut déjà bien communiquer. Il faut une certaine alchimie aussi. Je ne vois pas forcément d'un mauvais œil qu'une artiste et un manager se mettent ensemble dans le sens de partager leur vie ensemble. Je ne parle pas de se mettre ensemble et de faire des choses. Voilà, je parle de partager la vie ensemble. Pour moi, ce serait même peut-être la concrétisation d'un projet très intéressant. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Moi, tout le monde voit, par exemple, l'exemple de Namwana avec son mari, M. Motalaï. Oui. Ça se passe visiblement très bien depuis des années. On crée un label dans lequel on encadre une artiste qui est dessus, son épouse. Oui. Donc, je pense que c'est une certaine maturité pour moi qu'il faut saluer parce que ça veut dire qu'ils savent faire la part des choses entre quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce que on s'occupe de la maison. Je ne vois pas forcément ça d'un mauvais œil. D'accord. Mais si on ne voit pas ça d'un mauvais œil, est-ce que pour un artiste, pour un manager, il doit dire à l'artiste ce qu'il veut entendre ou ce qu'il doit entendre? Est-ce que tu peux reprendre la question? En tant que manager, oui. Est-ce que tu trouves que tu devrais dire à ton artiste ce qu'il veut entendre ou bien ce qu'il doit entendre? Ah non, mais la pire des choses, c'est de dire à l'artiste ce qu'il veut entendre. Non, c'est la pire des choses. Parce que tu ne l'aides pas. On est en train de construire quelque chose. Oui. Et donc dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre ne contribue pas du tout à construire ça. Comment est-ce qu'on va évaluer les résultats si on a passé le temps à dire à l'artiste ce qu'il veut entendre? Moi, je voudrais dire à mon artiste qu'en début d'année, j'aime quand sur les photos, je te vois comme ça, pas comme ça, tu vois, affalé comme ça. J'aime te dire que j'aimerais dire à l'artiste que en fin d'année, oui, tu as changé de posture parce que quand je regarde tes photos, ça a changé. Je dis comme ça peut paraître anodin, mais moi, ça m'est arrivé
avec un artiste que j'ai encadré. C'est-à-dire d'observer que la posture n'était pas bonne du tout sur la prise photo. Et tu vois, je ne viens pas te dire que non, tu es beau, tu es mignonne sur les photos. Non, je viens te dire que la posture que tu as sur les photos n'est pas bonne. Et voilà, vois comment ajuster. Et en fin d'année, si je fais le bilan de ce que j'ai vu après t'avoir parlé, ça doit avoir changé. Si ça n'a pas changé, ça veut dire qu'on n'évolue pas. Donc la pire des choses, c'est de dire à un artiste ce qu'il veut entendre. Au contraire, il faut savoir intelligemment, avec tact, dire les choses à l'artiste dans le sens de l'amener à s'améliorer. C'est ça le management. C'est pas seulement la construction d'une carrière, c'est la construction aussi d'une personne. Parce que l'artiste qui chante, c'est d'abord quelqu'un qui a des valeurs humaines. Et c'est très important. Oui. Les valeurs humaines, c'est très important. Parce qu'il y a des artistes qui chantent, mais dont les valeurs humaines, qui sont un peu borderline, ont tout gâché. Hein. Donc, c'est de dire à l'artiste les choses qui peuvent l'amener à s'améliorer, tant sur le plan artistique que sur le plan, en fait, humain, tout simplement. Tout en, voilà, avec beaucoup de tact et de respect. Est-ce que les artistes d'aujourd'hui sont difficiles à manager par rapport aux artistes d'avant? Je dirais pas difficile, mais je dis délicat. Pourquoi délicat? Parce qu'il y a trop d'influences. Il y a trop d'influences, des influences liées à ce qu'ils voient, à ce qu'ils veulent absolument reproduire, sans savoir le cheminement que les autres ont eu. Et il y a beaucoup de choses qu'ils entendent, qui sont très loin de la réalité. Donc, ils ne sont pas difficiles, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas assez de personnalité, ils sont très influençables. Et ça les écarte un peu des réalités, ce qui fait en sorte que ça peut devenir un peu compliqué. Parce que moi, j'aime dire souvent que lorsqu'on a un projet de carrière, on analyse l'existant, on analyse le potentiel, on analyse les ressources disponibles. Mais un artiste qui n'a pas fait ce schéma-là, ce cheminement-là, ce process-là, mais qui veut juste ressembler à ce qu'il a vu à la télé et qui est entêté à le faire comme lui il pense, ben c'est ça le problème. Donc ces influences externes, je pense que ça interpelle les artistes dans le sens d'avoir aussi une personnalité. Savoir que moi je suis l'artiste X, je ne vais pas forcément ressembler à Y, je dois défendre ce que j'offre comme musique, je dois défendre mes orientations musicales, je dois défendre ceci. Ça ne va pas forcément aller dans le sens de ce que les gens veulent. Et puis, dans ce contexte-là, ça permet à l'artiste de travailler de manière sereine, de faire confiance à son management pour la réalisation d'un projet de carrière. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Penses-tu que les réseaux sociaux sont venus compliquer le rôle du manager dans la vie d'un artiste? Non, je pense pas. Je pense pas. Les réseaux sociaux nous aident énormément. Énormément. C'est juste à chacun de savoir comment s'en servir. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire qu'un manager qui... autant l'artiste doit se déployer sur les réseaux sociaux, je vais te dire quelque chose, c'est que autant le manager même aussi peut se déployer sur les réseaux sociaux. C'est à l'avantage de l'artiste. Un manager qu'on ne connaît pas, voilà, qui est dans l'ombre, qui, entre guillemets, ne brille pas, ne saura pas vendre l'artiste avec efficacité. Il faudrait que tout le monde brille. Et c'est dans ce sens que je dis que les réseaux sociaux, voilà, c'est salutaire ce que les réseaux sociaux nous apportent. Maintenant, du côté de l'artiste, je pense que c'est juste de la maturité. Ça interpelle la maturité de l'artiste, de savoir que les réseaux sociaux nous offrent en fait la possibilité de nous déployer, de montrer ce qu'on sait faire, de partager notre actualité, de travailler à notre référencement. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Si on a compris les choses comme ça, que les réseaux sociaux, en fait, sont des outils qui nous permettent juste de travailler et d'optimiser notre rentabilité, nos performances, voilà, notre référencement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir problème. Il y a plusieurs années, du moins sur les réseaux sociaux, il se disait qu'il y a, du moins, un manager était plus vu ou plus en vue que son artiste. C'est-à-dire quand on va dans les événements, il est là, il a son... Mais le gars est tellement... Je ne sais pas comment dire ça, même sur les réseaux sociaux, il est plus présent que son artiste.
Que penses-tu de ça? Est-ce qu'un manager devrait être autant visible que son artiste ou bien être dans l'ombre de l'artiste? J'entends déjà beaucoup ce sujet. Oui, j'ai entendu parler d'un cas comme ça il y a quelques années où on voyait un manager très présent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans les événements. Quand il avait l'artiste est effacé. On sait que l'artiste est talentueux, mais quand il avait l'artiste est effacé. On voit que le manager et tout. Non, il y a un bon côté et il y a, voilà, avec le recul, il y a des limites à ça. Mais il y a un très bon côté à ça. Le bon côté, c'est que les gens sont portés à adopter les choses qui brillent, les choses qui, voilà. Et dans ce sens, je vous assure, c'est bien qu'un manager soit quelqu'un de très visible. C'est très bien. Parce que de l'aura que le manager a, l'artiste va en profiter. Ça, c'est clair. Dans le milieu de la musique, si un manager est tout le temps dans les activités, dans des forums, dans des colloques, dans des choses comme ça, il fait partie tout le temps de jury, autant il est visible comme ça, je vous assure, autant il a la possibilité même de positionner son artiste. C'est un atout que le manager soit visible. Maintenant, la limite, c'est le fait de faire ombrage maintenant à la carrière de l'artiste. Et dans ce sens-là, si il faut par exemple accompagner l'artiste, parce qu'il a une représentation, c'est de savoir que, voilà, il y a une posture que je dois avoir, par exemple. Si on a fait des photos pour l'événement, je ne vais pas commencer le lendemain à publier mes photos à moi, le manager 2.0. Non. Parce que là, je suis déjà en train de faire ombrage à l'artiste. Je travaille pour l'artiste. Bien demander à l'artiste de te prendre en photo avec non, ça par contre, c'est des attitudes à proscrire. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand les choses fonctionnent normalement, le manager est au service de l'artiste. Hein. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est bien qu'un manager soit visible, c'est très bien. Parce que ça contribue en fait au positionnement de l'artiste. Mais ce n'est pas bien que cette visibilité-là crée un contexte où cela impacte la visibilité de l'artiste. Cela fait en sorte que l'artiste soit moins vu, soit moins sollicité. Si le manager commence à poser des actes qui ne vont pas dans le sens de faire briller l'artiste, il faut qu'il arrête tout de suite. Tout de suite. Parce on sera en train de faire quelque chose et son contraire. C'est en fait ça. Si le manager pose des actes qui vont dans le sens de ne pas faire briller l'artiste, il faut qu'il arrête tout de suite. Ok, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que je pense assez sensible, qui est la gestion de crise. Généralement, on voit beaucoup de cas où, au niveau de la gestion de crise, ce n'est vraiment pas ça. L'artiste est soit victime de quelque chose, soit est au cœur d'un scandale, d'une actualité assez néfaste. Mais la sortie, généralement, soit du label, soit de l'équipe managériale de l'entreprise, n'est pas au bon timing. Pour toi, comment est-ce que tu penses que la gestion de crise peut être gérée au sein d'une équipe managériale quand l'artiste est exposé de façon négative? C'est très délicat, ce sujet. Je vous assure, c'est très délicat. Parce que le timing dont on parle souvent, en réalité, ça n'existe pas. En réalité, il n'y a pas de bon moment où on est sûr qu'on va faire la bonne communication et ça sera la bonne chose. On connaît comment les choses peuvent se passer. On est plus ou moins outillé à la communication de crise. Tout le monde, du moins quand tu fais de management, tu dois te documenter, tu dois savoir ce genre de choses. Mais Maël, le bon moment, l'instant T, où il faut ouvrir la bouche et dire A, B, C, ça n'existe pas. Donc, je connais un peu certains événements où justement on a été confrontés. Bon, nous tous on connaît un peu ces événements-là. Et on reproche d'avoir parlé trop tôt. Après on reproche d'avoir parlé silencieux trop tard, ou d'avoir été trop silencieux, ou d'avoir parlé trop vite. C'est pour ça que je dis, ce moment n'existe pas. Tout ce que l'on peut faire, c'est de trouver le moyen de se faire encadrer par des professionnels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que puisque nous sommes dans une crise, nous ne sommes pas bien placés pour analyser ces timings-là. Nous ne sommes pas bien placés. Pourquoi? Parce que nos émotions
sont embarqués dans la crise. Voyons un tout petit peu. Je pense que c'est ça le bémol. C'est ça le bémol. Nos émotions sont embarquées dans la crise, dont nous ne sommes plus les personnes les mieux placées pour pouvoir juger des bons timings. Et c'est à ce moment que des personnes tierces, externes à l'organisation, peuvent nous apporter justement cette aide-là qu'il faut. Pour nous dire que, tiens, vous avez pensé ceci, vous avez pensé le faire ce soir, non, attendez d'abord. Vous pouvez attendre que X ou Y chose se passe avant de... Oui, parce que c'est plus intelligent, c'est plus sage de le faire. Donc, on n'est jamais trop préparé, mais je pense qu'il faudrait savoir sur qui on peut compter, si ça devait arriver, pour pouvoir nous amener le bon conseil pour ce qui est de la communication de crise. D'accord. Et qu'est-ce qu'un artiste devrait attendre de son manager? Les orientations. L'actualisation. Un manager qui veut vraiment la réussite de son artiste doit s'actualiser. Qu'est-ce que j'entends par actualiser? Le management, c'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose de très dynamique dans le sens où, je prends mon cas, moi je dois écouter énormément de musique. C'est une discipline. Pour que je puisse être capable de dire à mon artiste que ça passe pas là. Il y a un problème là sur cette chanson. Le texte là, ça nous est arrivé sur la dernière chanson de Grâce Bethel. Moi j'ai parlé d'un mot, il y avait un mot. Tout le reste était parfait. Grâce Bethel, elle est très forte en écriture. Voilà. Mais c'est parce que tu écoutes beaucoup. Quand on en vient à réaliser des vidéogrammes et qu'il faut monter des moodboards, des storyboards, il faudrait que la chanson cadre avec une idée, avec quelque chose que tu as déjà vu, parce qu'on ne réinvente rien. C'est vrai, hein. Il y a de la créativité qui va avec, mais il y a des choses qui ont déjà été faites. Il faut savoir justement intelligemment utiliser ces choses-là. Donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite une constante actualisation, une constante remise en question du manager pour pouvoir être alerte sur ces sujets-là. Il y a une amie qui m'a proposé une chanson, ça fait une semaine, elle m'a rencontré, elle m'a dit: qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Je pense que elle m'a dit que les gens avec qui elle travaillait voulaient faire la chanson, le vidéogramme dans un studio. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais même quand on fait une chanson dans un studio, est-ce que tu as regardé ce clip? Ça matchait directement avec un clip que j'avais vu. Et elle m'a dit merci, je te remercie parce que justement je vois que ça peut matcher. Ça c'est parce que le manager, dans ma posture de manager, j'écoute, je regarde, je consomme d'abord la musique. Je prends acte de ce que les autres font. Je diagnostique même ce qu'ils font. C'est ça qu'un artiste doit attendre de son management. C'est-à-dire des personnes qui se tiennent à jour pour pouvoir lui faire les meilleures propositions possibles à l'instant T. C'est ça. C'est aussi un management qui doit garantir les intérêts de l'artiste. Ça aussi, c'est quelque chose que l'artiste doit attendre de son management. Garantir et défendre ses intérêts. Voilà, on ne dira pas que on a invité ton artiste sur une scène, on a prévu un cachet de 100 000 et puis à la fin on a donné 25 000 et puis c'est bon, tout le monde est content. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le management doit pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour qu'il y ait compensation, pour qu'il y ait remboursement, c'est aussi ça que l'artiste doit attendre de son management. Des gens qui sont là pour défendre tout simplement ses intérêts. Et enfin, l'artiste doit attendre de son management que le management pense sa carrière. Parce que l'artiste, lui, il peut avoir des idées. Il peut savoir que je veux juste faire un showcase l'an prochain et tout ça. Mais le showcase là, on le situe comment par rapport au projet de carrière? Et on le fait avant ou après un single? On fait quoi? On fait quoi? Donc, l'artiste doit aussi attendre de son management de penser sa carrière à long terme et puis de décliner cette carrière-là sur des activités à court terme. Je pense que vraiment brosser comme ça, c'est ce qui est important que l'artiste attende du management. Et le manager, qu'est-ce qu'il ne doit jamais accepter de son artiste? Jamais accepter? Oui. Alors, je ne sais pas comment répondre à la question, mais je dis dans une relation artiste-manager, c'est d'abord aussi deux êtres humains, tout simplement. Deux êtres humains, tout simplement.
qui sont appelés à travailler ensemble. Donc, les relations humaines étant ce qu'elles sont, l'artiste peut tomber sur un manager qui est colérique, je dis n'importe quoi. Le manager peut tomber sur un artiste qui est impulsif. Donc, ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter, je ne sais pas dire, il n'y a pas un cahier de charge prédéfini pour ce genre de choses. Vous voyez? Mais je pense qu'il faut juste travailler à avoir un cadre de travail sain, je vais dire ça comme ça, où il y a du respect mutuel, où il y a de la communication. Je pense que c'est ce qui est important. Garantir qu'on puisse travailler dans un contexte qui nous permette d'atteindre nos objectifs. Et tout ce qui ne contribue pas à nous faire évoluer dans cette dynamique, justement, c'est à ce moment qu'il faut identifier cela et sonner des alertes, tout simplement. Ok, il y a beaucoup qui veulent devenir manager. Est-ce que tu as un conseil honnête pour cette personne qui aspire à devenir manager demain? Pour moi, le management, c'est d'abord de la passion. C'est de la passion. Parce que prendre du temps pour un artiste, savoir aller s'occuper de quelqu'un qui ne fait pas partie, parce que c'est ça, hein, qui ne fait pas partie de ta famille, mais tu t'occupes de la personne. C'est pas que quelque chose qu'on a appris à l'école et on veut forcément faire. On peut l'apprendre et on peut le faire. Mais est-ce qu'on va bien le faire? C'est là la question. Donc pour moi, le management d'artiste, c'est d'abord une question de passion. Il faut se dire que je veux contribuer à la réussite de cet artiste-là. C'est d'abord la première chose. Voilà. Donc, une fois que quelqu'un s'est dit que je veux contribuer à la réussite d'un artiste et que vraiment, il sait que ses ressources humaines, matérielles, financières, il va devoir les mettre à contribution pour cela. Pour moi, c'est déjà ça la bonne posture d'un manager. Après, être un bon manager aussi, c'est de savoir qu'il y a quand même des règles dans cette histoire. Voilà. Il y a des approches dans cette histoire. Il y a des façons de faire, il y a des façons de se comporter. Et c'est à ce moment que c'est pas des choses qu'on apprendra forcément à l'école d'abord ou dans des écoles de management, parce que ça existe déjà sous d'autres cieux. Mais c'est en côtoyant aussi des gens qui managent déjà. C'est en côtoyant des gens qui managent déjà, en les observant faire, en posant des questions, en travaillant, en faisant ses classes. Qu'est-ce que j'entends par faire ses classes? C'est ne pas être pressé de manager un éliste, de manager un artiste éliste. C'est de commencer par ton cousin qui a une maquette depuis 5 ans, tu vois, et de te donner le challenge de faire en sorte qu'on le connaisse tout au moins à l'échelle du village. C'est de faire ses classes. Plus tard, de prendre un artiste et de dire, ok, tiens, moi je veux qu'on te connaisse à l'échelle du pays. De prendre un autre artiste et de dire que, ou même de continuer avec l'autre artiste et de dire que moi je souhaite que on te connaisse à l'international. C'est de faire ses classes, parce que en fonction de ce qu'on veut réaliser avec un artiste correspond en fait une certaine maturité en termes de management, parce que c'est des sujets différents. Le booking local n'a rien à y voir avec le booking international. Ce qu'on appelle VHC, le fait qu'un artiste vienne de l'étranger et qu'il faille booker hôtel, véhicule et nourriture, ça n'a rien à y voir avec le fait de dire à un artiste que tu habites à Yaoundé et tu vas te produire à Yafé. Donc, à chaque étape, à chaque niveau du management, il y a une certaine maturité qui va avec. Et ça, il faut l'apprendre. Ok, là, tu as dit ne pas forcément courir pour manager un artiste éliste. On peut manager soit son cousin, soit un ami. Mais généralement, on voit des managers qui ont commencé avec des artistes, mais arrivant au niveau de la carrière, il y a un changement de manager. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Beaucoup de raisons peuvent expliquer ça. D'une part, l'artiste peut estimer que le management n'est plus aligné avec les perspectives d'évolution que lui se donne, d'une part. De l'autre part, le management peut estimer que l'artiste est sorti du cadre qui avait été construit pour garantir son évolution. Donc, c'est ces deux aspects-là qui peuvent faire en sorte qu'à un certain moment donné, il y a séparation. Pourquoi? Parce que le management, c'est... le bon management, pour moi,
c'est un cadre qu'on bâtit pour l'artiste. C'est-à-dire qu'avec des règles, avec des principes, avec des façons de faire, et il arrive très souvent qu'à un certain moment, l'artiste soit fatigué de tout ça, ait besoin d'autre chose, voilà. Et puis, ça peut être de son initiative de dire que, tiens, je vais un peu voir ailleurs. Ben, écoutez, les artistes aussi sont des personnes qui font leur veille. Ils voient comment leurs collègues se déploient. Ils voient comment leurs collègues sont encadrés. Donc, tout simplement, un artiste peut se dire que, ok, moi je vois que c'est mieux ailleurs. Il vient, il dit à son management que, est-ce que ce que j'ai vu ailleurs là, on ne peut pas implémenter ça pour moi? Maintenant, ça dépend aussi de la maturité d'écoute du management, de savoir que, tiens, si l'artiste là a dit ça, ça veut dire qu'il a vu ça ailleurs. Peut-être on peut évaluer la question. Mais il y a des managements qui sont très rigides aussi, qui ne permettent pas cette dynamique-là. Et dans ce contexte, l'artiste peut se sentir aussi frustré. Il y a des artistes qui sont partis des labels juste parce qu'on leur a demandé de ne pas écrire tel mot dans telle chanson. C'est arrivé. Donc, il faut juste se dire que il faut créer le cadre pour que le management et l'artiste puissent se faire mutuellement confiance pour pouvoir évoluer. Ok, là on est en train de clôturer avec cette émission. S'il fallait résumer en une phrase, toi manager, s'il fallait résumer en une phrase ton année 2025, comment le résumerais-tu en tant que manager? Très, très, très chargé. Très chargé. Okay. J'ai même l'intention de me reposer un peu en 2026. Ah ok, d'accord. Donc ça c'est important. Très chargé parce que bon, personnellement, j'avais des activités liées justement à mon management et donc qui m'ont permis, je dis permis parce que c'est mieux, qui m'ont permis de me déplacer beaucoup. Voilà. Donc, il y a la fatigue physique aussi, parfois. Très chargé parce que justement, de par l'encadrement, le management que j'apporte à travers Gospel Feeling, notamment à l'artiste Grace Bettel, vous avez certainement, ça ne vous a pas échappé que elle a été assez présente cette année, à la fois à l'échelle nationale qu'à l'international. Donc ça a nécessité une certaine mobilisation. Du moins, cette activité-là, on l'a depuis au moins 2 ans. Et puis c'était déjà le cas l'an passé. On l'a vu se déployer en Côte d'Ivoire. Cette année, on l'a vu se déployer en France. Donc, c'est une année, pour moi, nos objectifs, on les a atteints. Je veux dire qu'on avait des objectifs très clairs, parce qu'on le fait. Je peux partager avec vous. En début d'année 2025, on avait tablé sur, par exemple, ça c'est un détail que je vais vous communiquer, on voulait que sa page Facebook atteigne 15K. À l'instant où on parle, on est à 22K. Donc ça c'est un objectif atteint à plus de 100%. Donc on a eu d'autres objectifs comme ça qui ont été atteints parce qu'on se situait justement sur un projet. Et donc il n'était pas question de faire tout, mais de faire ce qui était important pour l'année et de faire le reste après. Il y a eu un concert au mois de juin qu'on a fait, qui a connu un total succès. C'est en prélude à autre chose en 2026. Donc, pour moi et pour nous, pour l'équipe de Gospel Feeling, que je remercie d'ailleurs au passage, tous ceux qui travaillent à l'accompagnement justement de l'artiste Grace Bettel, je pense que c'est une année couronnée de succès. Et nous remercions le bon Dieu pour cela. Donc, en 2026, il y aura beaucoup de choses qu'il faut attendre de Gospel Feeling, de l'artiste Grace Bettel que tu manages. Oui. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais nous, notre particularité, peut-être, c'est qu'on ne se situe pas dans l'émotion. Je vais dire ça comme ça. Et peut-être aussi, c'est la raison pour laquelle notre cheminement est évolutif. Il y a des choses qui sont prévues, je vous l'ai dit. Il y a des choses qui sont prévues pour 2026 depuis 2024. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on capitalise sur ce qui s'est passé, parce que c'est ça le projet. Le projet, c'est capitaliser sur ce qui s'est passé avant, exploiter cela pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, on veut réaliser après. Donc c'est tout simplement ce qu'on a l'intention de faire. C'est-à-dire que repartir sur les résultats de l'an passé, de l'an surpassé, et de les utiliser pour justement faire de meilleures choses en 2026. Ok Daniel, merci d'avoir accepté merci, Maël. une seconde fois d'échanger avec nous autour de cette thématique
qui, je trouve, assez enrichissante et qui va édifier plus d'un. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous venez là de visionner le dernier épisode de notre podcast, Le Gospel a des questions. Oui, c'est la fin de la première saison de notre podcast. Merci à tous d'avoir été là durant cette première saison. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous pour vos partages et pour vos apports constructifs. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouveaux projets. Restez connectés. Surtout, continuez de repartager les différents épisodes qui sont sortis. Nous avons eu à aborder plusieurs thématiques, à savoir les droits d'auteur, le streaming, la foi dans l'industrie musicale, la direction créative, l'impact des médias dans l'industrie musicale et bien d'autres sujets. J'espère que cela vous a aidé, que cela vous a apporté un plus, parce que le but vraiment c'est d'éduquer le public et d'éduquer les acteurs majeurs de l'univers musical gospel. Merci à tous et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouveaux projets. Surtout restez connectés et n'oublions pas, redorons le blason du gospel camerounais. Ciao.